Fabrice. Ok, merci. Donc, bien évidemment, parce que là, je pense que vous parler de urologie. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement. Ah, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et bon, merci de m'accueillir. Désolé, je n'ai pas pu me déplacer. C'était un peu difficile. En tout cas, le débat est superbe. Il y aura probablement des redites dans ce que je vais présenter, bien évidemment, parce qu'on partage tous les mêmes difficultés. Alors, la question qui m'était posée par Albert Claude, c'était existe-t-il une articulation des moyens de formation pratique dans un parcours cohérent en urologie? Alors, je dois dire que mis un peu de temps avant de réaliser exactement ce qu'il me demandait. Et puis, la réponse qui m'est venue, c'est non, ça n'existe pas. Alors, je pourrais m'arrêter là dans ma présentation, bien sûr, mais je serais d'accord pour penser que ce serait un petit peu bref. Alors, je me suis posé la question, mais alors pourquoi l'urologie? Surtout quand on a entendu tout à l'heure la présentation de nos collègues thoraciques, du docteur Bottet, qui était absolument magnifique et qui représente un petit peu le Graal pour toutes les disciplines. Alors pourquoi l'urologie? Peut-être parce que l'urologie a une réputation ancienne de la qualité de l'enseignement du collège d'urologie, à travers ce qu'on a appelé l'EQ, qui date de 1991, donc il y a plus de 30 ans, qui avait été initié au départ par Jean-Marie Buzelin et François Richard, sous l'égide de l'AFU. Cet enseignement avait pour intérêt, d'une certaine façon, d'homogénéiser les connaissances des étudiants qui venaient de différentes écoles. Et la question peut aussi se poser donc, pour la formation pratique des opérateurs, mais aussi de mettre en contact, je dirais, plus étroit et plus naturel les enseignants et les enseignés, ce qui n'était pas toujours le cas dans toutes les universités, en tout cas à l'époque. Donc, c'est vrai que on rêve de pouvoir inscrire la formation pratique des opérateurs dans ce même état d'esprit. Alors, l'EQ est très professionnalisé. Il a lieu la dernière année de la phase d'approfondissement. Alors nous avons à peu près 63-64 nouveaux étudiants en urologie chaque année. Donc il y a deux groupes de 30 étudiants et c'est exclusivement en présentiel, organisé en 7 modules et 3 sessions de 5 jours, ce qui représente à peu près 120 heures d'enseignement par groupe et par an. Alors, on va parler, on a parlé déjà beaucoup d'argent et on continuera d'en parler parce que bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. Pour l'écu actuel, pour l'enseignement d'urologie, il n'y a pas de frais d'inscription et tout est pris en charge par l'Association française d'urologie, la société savante, à hauteur de 200 000 euros par an environ. Et ça comprend tous les voyages, l'hébergement, la restauration et la logistique. Voilà, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui s'est affiné d'année en année. Alors, si on revient à la formation pratique actuellement en urologie, eh bien, il faut reconnaître, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il y a des choses très importantes, comme l'école de chirurgie de la PHP. Il y avait l'école européenne de chirurgie par Guy Balancien, mais elle n'existe plus. Il y a maintenant ancienne école de chirurgie robotique. C'était remarquable de penser à ça en 2003, en particulier avec pour l'urologie Jacques Hubert, et qui existe toujours et qui a formé pas mal de jeunes urologues. Il y a l'IRCAD, bien entendu, mais qui probablement est surdimensionné pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est vraiment une école très sophistiquée, plutôt pour les chirurgiens avancés et je dirais des experts. Il y a Hugo, alors dont on a beaucoup parlé et qui est certainement là aussi un exemple, mais qui pour l'instant n'est que régional. Ce qu'il y a un peu partout, ce sont les phases socles dans tous les CHU et les différents laboratoires dont ils peuvent disposer. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, il va y avoir quelque chose pour l'urologie, je vous rassure. Il y a eu une réunion l'an dernier entre le collège des enseignants d'urologie et la Société française de simulation en santé. Donc, on revient à la simulation, bien sûr. Et il a été défini donc une maquette qui est récente, vous voyez, juin 2023, qui est une maquette concernant l'enseignement de la chirurgie urologique par simulation. Alors très rapidement, parce qu'on a déjà présenté pas mal de choses, donc le but de la simulation en chirurgie est de vérifier et d'enseigner les habiletés comportementales et individuelles également qui s'exprimeront en équipe et bien évidemment les habiletés techniques.
en trois phases classiques maintenant, la phase socle, les phases d'approfondissement et la consolidation. Alors sous forme de 1 à 2 stages par an pendant 5 ans, alors que l'enseignement du collège, l'enseignement classique du collège, c'est sur une année. Là, ce sont des mises en situation suivies de débriefings, alors sous forme de 4 groupes de 15 étudiants, soit plus de 30 stages par an, et les choses vont, à force de se mettre en place, ben, chaque année, ça va s'implémenter d'une façon quasi exponentielle. Alors, les outils de simulation sont classiques, des simulations comportementales et cliniques de haute fidélité sur les modèles des écos formatifs que l'on connaît, et puis les simulations procédurales, c'est-à-dire techniques, avec des modèles de suture, de la paroscopie, des modèles numériques d'endoscopie assez bien développés maintenant, et de la paroscopie, et puis de la chirurgie cadavérique, lorsqu'elle est disponible, et si possible, évidemment, éco-reconditionnée, reperfusée, qui est certainement le meilleur des modèles actuellement. Alors la phase socle, alors je ne veux pas détailler évidemment cette diapo qui est complètement surchargée, elle est très importante avec la présentation des habitudes professionnelles, je dirais, pour un chirurgien. Alors vous pouvez la parcourir en même temps que je parle cette diapositive avec l'identification des responsabilités, la gestion du temps, la hiérarchisation des urgences, tout ça c'est des choses très importantes dont nos jeunes collègues doivent s'imprégner le plus rapidement possible, ce d'autant qu'ils sont régulièrement confrontés à toutes ces situations. Et puis, il y a, dès la phase socle, évidemment, des compétences cliniques, et on commence par les urgences, c'est assez classique. Alors, ce sont là, bien évidemment, les urgences urologiques, mais d'une façon plus générale, la réalisation d'une checklist préopératoire dont on sait aujourd'hui l'importance dans la prévention du risque chirurgical, et puis également la prévention et le traitement des complications simples post-opératoires, ainsi que la gestion de l'anticoagulation, qui sont là des données générales. Et puis cette phase socle commence également par l'enseignement de l'hygiène et des gestes chirurgicaux de base. Et je pense que dans tous les CHU de France actuellement, cet enseignement existe avec une initiation à la célioscopie et aux gestes plus spécifiques de la discipline, ainsi que l'enseignement du fonctionnement des dispositifs médicaux, car vous le savez, de plus en plus, toutes nos disciplines sont très technologiques. Alors à Toulouse, nous avons évidemment ce type de phase socle et d'enseignement qui, comme ça a été dit tout à l'heure, peut donner l'objet de publications d'ordre pédagogique, comme ici les leçons qui avaient été tirées donc du développement de cet enseignement à Toulouse. Alors vient ensuite la phase d'approfondissement, où là, dans la mise en situation comportementale, eh bien, le dialogue anesthésiste-chirurgien, qui, vous le savez, n'est pas toujours évident et qui mérite d'être enseigné, mais sans doute bien au-delà, et également le dialogue avec l'ensemble de l'équipe soignante et également des différents intervenants partenaires de la discipline. La situation procédurale, la simulation, pardon, procédurale devient plus technique. Là encore, on revient aux dispositifs médicaux. Je vois difficilement comment on peut présenter des générateurs, des endoscopes, etc., avec des marques qui seraient cachées, mais on reviendra peut-être à nouveau sur ce débat qui est absolument fondamental. La chirurgie endoscopique, on dispose de simulateurs virtuels qui sont assez performants, et puis on en revient à l'apprentissage de la cystoscopie, la laparoscopie, y compris robots assistés, ainsi que les différentes voies ouvertes qui sont développées dans notre discipline. Puis vient la phase de consolidation, avec à nouveau des compétences comportementales, les consultations d'annonce, les situations de crise, les RCP qui sont absolument fondamentales et que, pas seulement en oncologie. Et puis là, on rentre évidemment dans des simulations techniques et technologiques qui sont beaucoup plus complexes et qui réclament là aussi de la sophistication dans ces modèles et des investissements incontestables dans ces modèles de simulation. Alors, il y a un suivi des étudiants, tout ça a été bien évoqué. Donc, le portfolio disponible sur la plateforme UNES,
de troisième cycle, les grilles d'évaluation qui produites par le collège, qui sont très importantes, et un entretien régulier, personnalisé avec les coordonnateurs locaux au moment de la documentation, de validation des phases. Et ici, simplement une illustration de ce que vous connaissez bien de SimLife à Poitiers, qui est certainement actuellement la meilleure plateforme, en tout cas pour les cadavres reperfusés. Alors, quel est l'état des lieux actuel pour l'urologie? Eh bien, je pense que les phases socles sont plus ou moins en place dans tous les CHU et je pense que les uns doivent bénéficier des avancements des autres. Ça ne posera pas beaucoup de difficultés. En revanche, comme ça a déjà été évoqué, les phases d'approfondissement et de consolidation, qui représentent à peu près 3 stages par génération, eh bien, posent essentiellement le problème, ça a été évoqué, de leur financement. Et j'ai entendu tout à l'heure parler de modèle économique. Oui, il y a un modèle économique à trouver. Nous partageons tous les mêmes difficultés, avec évidemment des spécificités par discipline. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire combien coûterait le développement de ces phases d'approfondissement dans le domaine de l'urologie. Je pense qu'on peut quand même approcher ce financement et se poser évidemment la question du rôle de l'industrie. Là encore, bon, puisqu'on parle de l'urologie, je me souviens que quand j'étais président de l'AFU, j'avais créé une société qui s'appelle Urodif. Il y avait à l'époque effectivement des lois anti-cadeaux qui apparaissaient. Eh bien, cette société a pour objet d'organiser des programmes scientifiques pour des congrès, mais aussi pour des séminaires. Et donc, alors, il ne s'agit pas d'une société écran, pas du tout, c'est une société tout à fait officielle, mais qui peut recevoir les financements qui ne vont pas donc directement aux enseignés, mais simplement qui sont utilisés pour l'organisation de l'enseignement. Et qu'on ne me dise pas que les jeunes internes ne sont pas au contact des différentes marques de matériel, ils le sont tous les jours au bloc opératoire, et ces matériels-là ne sont pas mis à disposition des internes directement, mais des enseignants qui sont bien entendu là pour assurer le développement de la formation de ces jeunes pour plus de sécurité au bloc opératoire. Voilà, il y a évidemment des économies à envisager par la mise en commun des mêmes outils avec d'autres disciplines. Et pour nous, je pense évidemment aux disciplines de chirurgie digestive et de gynécologie. Nous partageons l'abdomen et donc les mêmes outils pour avoir accès, en particulier de façon laparoscopique ou robot assisté, aux différents organes. Alors, la question de la cohérence entre la formation pratique de nos jeunes opérateurs et leur parcours clinique, elle est encore à établir. Mais là, je dirais que je suis assez optimiste parce que pour chaque discipline, ce peut être établi évidemment en collaboration avec le collège, et avec les enseignants sur place dans les blocs opératoires des centres universitaires. Et là encore, le compagnonnage qui fait la force, vous le savez, de notre chirurgie, ne posera pas beaucoup de questions. Et à cet égard, je suis assez optimiste. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire modestement pour l'urologie, mais je pense que les questions soulevées vont maintenant être discutées lors de la table ronde. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci Pascal, merci de ta contribution. Euh, En tous les cas, tu as fait une présentation très claire de ce parcours qui certes manque encore de cohérence, mais tu as tenté de répondre et je pense que l'organisation maintenant qu'on souhaite tous mettre en place pour une meilleure coordination, une meilleure cohérence dans les parcours de formation, quelles que soient les disciplines, eh bien c'est une idée sur laquelle notre collègue et cher ami Dominique va essayer d'apporter quelques pistes à mettre en commun, à partager, certes, entre nous d'abord, sous un peu la direction de l'Académie de chirurgie, mais également avec la conférence des doyens, avec la conférence des collèges d'enseignement de médecine, avec les directeurs d'écoles de chirurgie. Voilà, c'est un travail collaboratif qu'il faut absolument mettre en place. Ce sera probablement une des pistes importantes sur laquelle on pourrait avancer ensemble grâce à ces 2 journées extraordinaires de partage de nos expériences. Merci. Merci Pascal.